Bien, mais je vous propose de commencer le grand tour de ce midi où nous accueillons le professeur Jean-Charles Prézère, qui est essentiellement pour son temps principal à l'hôpital Erasme et que nous accueillons maintenant à Delta. Il a une double expertise, celle d'être spécialiste en soins intensifs, mais ici, ça va être surtout son expertise euh, de nutritionniste, comment tu as dit, expert ou compétent. Oui, parce qu'il y en a des incompétents, hein, Jean-Charles. Ok, voilà. Ok. Donc ici, on pourra inviter une fois quelqu'un d'incompétent, vous verrez la différence. Et donc, on lui cède tout de suite la parole. Bon, il a préféré prendre un titre large, les besoins nutritionnels, et j'imagine qu'à partir de cela, tu nous parleras de situations plus particulières. Tu as la Absolument, parole. merci beaucoup. Merci Elie. Et c'est un plaisir de donner cet exposé et aussi d'avoir les diététiciennes du site qui sont présentes en nombre et infirmières. Bonjour, bonjour. Et quelques visages que j'ai plus vus depuis certaines années, depuis quelques années. Donc, je suis interniste effectivement de formation, intensiviste. J'ai travaillé en soins intensifs pendant quelques années, enfin 27 ans au total. Je suis prof de nutrition en faculté de médecine et j'ai toujours eu un intérêt marqué donc pour ce sujet et pour le métabolisme. Et donc, je vais vous présenter un exposé un peu général qui s'inspire de l'exposé que je donne pour les postgradués et les étudiants qui sont en stage en médecine interne. Bon, il y a quelques conflits d'intérêts que je confesse. Alors, le titre Besoins nutritionnels. Mais on peut déjà se rappeler ce que c'est besoin. Un besoin, c'est une notion individuelle, donc à l'échelle du patient. C'est par exemple en termes de besoin nutritionnel, la quantité minimale d'un nutriment qui doit être régulièrement consommé pour, par un individu, et pas une population, par un individu bien important pour assurer une nutrition adéquate et un bon état de santé. Donc, c'est bien une notion individuelle, valable pour un individu donné et qui varie selon l'activité physique, l'état de santé, éventuellement le degré d'absorption des nutriments. Donc, ça, c'est pour la population générale. Et on peut comparer les besoins avec un autre terme qui est celui d'apport. Les apports, c'est la recommandation de santé publique basée sur le besoin moyen plus de déviation standard. À ce moment-là, on s'assure que 97,5% de la population ne devient pas déficitaire. Donc, le besoin, c'est vraiment la notion individuelle. Les besoins, ils varient selon l'âge, évidemment, varient selon le sexe, varient selon l'état de grossesse ou de lactation éventuelle. Le BMI, dont on parlera un peu plus tard, parce que je vais aussi vous parler un peu d'obésité, et d'adiposité, qui est probablement un terme plus adéquat pour qualifier les problèmes rencontrés par des patients qui ont un excès de poids, l'activité physique bien sûr, les situations pathologiques, avec notamment la présence de pathologies qui peuvent nécessiter une nutrition spécifique, par exemple le diabète de type 1, par exemple la maladie cœliaque, qui nécessite des adaptations spécifiques du régime et la présence de ce qu'on peut appeler de manière plus générale un désordre nutritionnel non spécifique, qui est la conception actuellement la plus utilisée. Donc le désordre nutritionnel ben, non spécifique, c'est soit la dénutrition, soit l'obésité, soit le déficit en micronutriments ou une combinaison, parce que ces notions ne sont pas mutuellement exclusives. On peut être obèse et dénutri si on a une sarcopénie, si on a une diminution de la masse musculaire. On peut être déficitaire en micronutriments et dénutri. À ce moment-là, on parlera de carence qui qualifie le fait que le déficit en micronutriments est associé à des problèmes de santé. Avoir un taux bas de micronutriments, c'est un déficit. Avoir une carence, c'est avoir une répercussion sur l'état de santé. Et donc, on va commencer par l'obésité. L'obésité, ben, pourquoi en prendre, pourquoi s'y intéresser? Essentiellement à titre préventif, finalement, pour prévenir des complications pulmonaires, hépatiques,
hépatobiliaire, hypertension intracrânienne, risque d'AVC, cataracte, maladie coronaire, pancréatite, certains cancers, et c'est peut-être un peu moins connu, mais sont favorisés par la présence d'une obésité ou d'une hyperadiposité par des mécanismes qui sont en voie d'exploration. C'est essentiellement des cancers solides, des anomalies gynécologiques. Évidemment, les problèmes articulaires sont aussi des complications de l'obésité et des raisons pour lesquelles ben, il était important de traiter l'obésité avant que ces complications n'apparaissent. Alors, la définition classique de l'obésité, ben, c'est celle de l'OMS en fonction du BMI, et classique, donc avec le surpoids entre 25 et 32 BMI, entre 30 et 35, on parle de classe 1, classe 2 entre 35 et 40, au-dessus de 40, on parle de classe 3 aux États-Unis. Ils ont aussi des super, super obèses au-dessus de 50 et des super, super, super obèses au-dessus de 60 de BMI. C'est une notion qui est parfois retrouvée dans la littérature. Mais donc, la définition classique de l'obésité basée sur le BMI, c'est évidemment hyper facile. Tout le monde peut mesurer le BMI, se mesurer son BMI et donc suivre les patients comme ça. Et d'ailleurs, on a des corrélations sur des études épidémiologiques où on peut voir que le BMI, même après correction pour les facteurs confondants comme l'hypercholestérolémie, l'hyperglycémie, l'hypertension, donc après correction pour les facteurs confondants, ben, on a 15% quand même de surmortalité, non, de risque, d'accroissement du risque de maladie coronaire après ajustement pour les trois facteurs confondants que je vous ai cités. Donc 27% de risque de maladie coronaire en plus quand par tranche de 5 kg par mètre carré de BMI. Et quand on ajuste pour les facteurs confondants, on arrive quand même à 15% de surcroît d'incidence de maladie coronaire. Donc en soi, ben, évidemment, l'obésité est un facteur de risque important. Maintenant, quand on parle de l'obésité basée sur le BMI, évidemment, on fait une soupe avec les patients ou les sujets qui ont beaucoup de muscles, les bodybuilders, et les patients qui sont hyper adipeux, qui ont un excès de masse grasse. Et donc, il y a eu en 2024, début 2024, la publication d'un rapport d'experts dans le Lancet, un rapport de 58 experts qui fait une quarantaine de pages sur la nouvelle définition de l'obésité, à la fois le concept d'obésité en soi, mais aussi les critères cliniques. Et donc, dans cette nouvelle définition consensuelle, eh bien, la classification de l'obésité ben, change. Et donc, c'est ce qu'on avait résumé dans un article à la Revue médicale de Bruxelles. On a soit un BMI pour le dépistage des patients à risque, un BMI supérieur à 30, soit ils ont une masse grasse normale et on ne parle pas de la problématique de l'obésité, soit ils ont une masse grasse augmentée, donc une hyperadiposité si on veut, et à ce moment-là, on regarde dans l'algorithme de prise en charge, est-ce qu'il y a une dysfonction liée à cette augmentation de l'adiposité, notamment une limitation des activités de la vie quotidienne. Si la réponse est non, il n'y a pas de dysfonction, on parlera d'obésité préclinique. Si, il y a des dysfonctions, on parlera d'obésité clinique. Donc, c'est ce qui est suggéré par ces nouvelles recommandations. Et voilà une autre représentation de la mise au point, détection et diagnostic des problèmes liés à l'obésité en fonction donc des répercussions cliniques de l'augmentation de masse grasse qui est le critère principal du diagnostic. Alors, c'est quoi un excès de masse grasse? On peut trouver ça sur Google, on fait Healthy Fat et on a, en fonction de son âge et de son sexe, on a le vert ben, qui correspond à la normalité pour une population caucasienne des pays occidentaux. On a, selon qu'on est une femme ou un homme, on a des tranches, des proportions de masse grasse considérées comme normales. On peut mesurer le tour de taille. On sait qu'il y a un lien avec le syndrome métabolique, une augmentation du risque chez l'homme quand le tour de taille dépasse 94 et une forte augmentation quand il dépasse 102. Chez la femme, 80 et 88. On peut aussi mesurer le rapport taille sur hanche pour voir le type d'obésité, si c'est une obésité gynoïde ou androïde.
le tour de taille sur la taille supérieur à 0,5 ou alors un nouvel indice qui s'appelle l'indice de rondeur corporelle qui est calculé à partir du tour de taille et de la taille. Et donc, c'est une formule qu'on peut mettre dans un fichier Excel qui permet de mesurer la rondeur corporelle, qui est un indice probablement plus prédictif, comme je vais vous le montrer, et plus pertinent des complications liées à l'excès de poids que le BMI. Voilà, ici une étude sur 40 000 sujets où ils ont pu montrer que quand on regarde en fonction des BMI, des BRI, on a une surmortalité, toutes causes confondues, avec une capacité de prédiction qui est bien supérieure au BMI. Donc, quand on a un BRI très bas ou supranormal, on a une surmortalité significative sur cette grande étude de cohorte et mortalité toutes causes confondues. Comment évaluer la graisse corporelle en dehors du mètre ruban? On a des mesures qui peuvent se faire par DEXA, par bioimpédance, par un scanner abdominal ou thoracique sur lequel on peut utiliser des logiciels qui reconstruisent, qui calculent la masse musculaire ou des résonances. Et donc, ça prend un peu de temps radiologue, mais c'est très intéressant quand on fait un scanner pour une autre raison de demander de faire passer un software qui mesure la masse musculaire au niveau d'une coupe abdominale en L3, par exemple, ou d'une coupe thoracique en TH12. C'est quelque chose qui est faisable avec un radiologue un peu motivé. Ces notions de mesure de masse musculaire ont servi aussi à la définition récente, récemment discutée entre experts, de ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique, qui associe donc un excès de poids avec des critères de fonte musculaire, d'abord des critères cliniques, des plaintes des patients, et puis des critères basés sur la composition corporelle où on démontre qu'il y a une diminution de la masse maigre et donc la coexistence d'une obésité et d'une sarcopénie que les gériatres, par exemple, connaissent bien. Alors, quelle est la prise en charge actuelle recommandée pour l'obésité, avec évidemment tous les nouveaux médicaments qui sont sur le marché? Ben, déjà, quel que soit c'est une étude, enfin des recommandations qui viennent du Canada. Ils ont beaucoup étudié le sujet pour des raisons de prévalence élevée d'obésité chez eux. Donc, on va commencer de toute façon, quoi qu'il arrive, par la consultation diététique et par des modifications comportementales, y compris aussi la consultation d'une psychologue si nécessaire. Donc, ça, c'est la première mesure à prendre d'office, quel que soit le BMI. Ensuite, les médicaments, eh bien, trouvent leur place, que ce soit le tirzépatide, le sémaglutide ou d'autres, donc les GLP-1 récepteurs agonistes et les autres agonistes des récepteurs aux incrétines. Quand on a des complications liées à l'obésité, même si on a un BMI entre 27 et 30, donc un surpoids, eh bien là, on peut envisager la pharmacothérapie qui trouvera sa place quand on a un BMI supérieur à 30 et que les mesures diététiques n'ont pas suffi. Alors, quelle est la place de la chirurgie maintenant? Vous savez qu'en Belgique, ben, on a eu beaucoup de chirurgie bariatrique et qu'elle est toujours remboursée par la sécurité sociale, alors que les médicaments ne le sont pas en dehors de la présence d'un diabète non équilibré, un diabète de type 2. Et donc, la place de la chirurgie, selon ces recommandations, c'est en cas d'échec du traitement médical, c'est-à-dire médicamenteux et des régimes, et du traitement comportemental. Si le BMI est entre 30 et 35, entre 35 et 40, la chirurgie peut se discuter quand il y a des complications associées à l'hyperadiposité, et la chirurgie a sa place pour un BMI au-dessus de 40. Donc, ce sont les recommandations euh, actualisées avec un marché évidemment qui est très mouvant et les critères de remboursement qui conditionnent évidemment aussi l'acceptabilité des patients. Les complications de la chirurgie bariatrique, ben, c'est ce que je viens
régulièrement faire et discuter, notamment avec Alexandra Collard et les autres chirurgiens bariatriques. Ben, avant une chirurgie bariatrique, il y a souvent des déficits en micronutriments. Et quand on a un patient qui a eu un bypass ou une sleeve, ces déficits sont en général majorés du fait de la chirurgie. Et donc, il est fondamental de s'assurer que le patient comprenne bien, avant une chirurgie, le côté indispensable des suppléments en vitamines et en oligo-éléments qu'il doit prendre. Si le patient ne comprend pas ou s'il n'a pas les moyens de s'acheter le Barinutrix ou d'autres compléments, eh bien, il faut lui proposer une autre alternative. La chronologie des carences en nutriments post-bypass, donc juste à titre vraiment de rappel, la B1, c'est précoce, B12, cuivre, vitamine A avec les problèmes optiques qui peuvent en découler, c'est dans l'intervalle de 1 à 3 ans. Les autres carences avec les problèmes neurologiques éventuellement de myélopathie, d'ataxie, en moyenne 5 à 10 ans, en moyenne 9 ans et puis encore d'autres déficits qui peuvent survenir tardivement. Donc, il peut y avoir des déficits très tardifs et il est super important quand on a un patient qui arrive à l'hôpital, quelle que soit la raison pour laquelle il est là, de s'assurer qu'il n'a pas une chirurgie bariatrique avant parce qu'il pourrait avoir un risque de carence en micronutriments parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup insisté sur les micronutriments parce qu'il a oublié. Et donc, il y a une série de tableaux cliniques un peu pervers, un peu difficiles parfois à diagnostiquer, qui peuvent être expliqués complètement ou partiellement par des déficits en micronutriments, particulièrement chez les patients après chirurgie bariatrique. Oui, Je pardon, t'interromps en juste arrière, oui. oui, sur celle-là. On voit rarement parler de la vitamine PP, alors que ça peut donner quand même Les pélagres. de la pélagre et qu'on ne retrouve pas en tout cas en quantité suffisante dans les différentes associations de vitamines. C'est vrai, oui, peut-être que c'est une pathologie aussi qui est diagnostiquée par les neurologues, les dermatologues, et donc parfois, il y a peut-être, ils ne mettent pas forcément ensemble les tableaux cliniques. C'est heureusement pour ça qu'il y a la médecine interne encore. Je pense que c'est une bonne manière de positionner la médecine interne, mais en effet, ça fait partie des classiques dans les complications. Peut-être qu'on passe parfois à côté, et que c'est pour ça que ça passe sur ce tableau, mais en effet, ça fait partie des risques. Ben justement, déficit en micronutriments. Donc, déficience, c'est quand il n'y en a pas assez dans la prise de sang. Il y a des laboratoires qui, d'ailleurs, jouent un peu sur ce sujet en proposant des dosages et en préconisant ben, la supplémentation avant que les symptômes n'apparaissent, ce qui n'est pas forcément validé. Et donc, la carence, c'est quand il y a un déficit avec des répercussions cliniques. Alors, ici, il y a un article du New England, il y a une série et c'est assez rassurant de voir qu'il y a maintenant 1 an et demi, le New England a lancé une série Medical Nutrition, de nutrition médicale, dans le premier journal médical du monde. Et donc, un des articles, c'était sur les micronutriments, avec, donc ici, c'était une pharmacienne, je crois, qui a écrit ce papier, avec les déficits en micronutriments les plus courants dans notre mode de vie. Donc, occidentale avec la diète que nous avons. La vitamine D vient en numéro un, la B12 en 2, les antioxydants, c'est-à-dire vitamine A, C, E, sélénium, cuivre en 3. Et donc, chaque fois, le facteur alimentaire à l'origine est repris, le fer et le folate. Donc, la vitamine D, c'est évidemment parce que on en boit assez peu et qu'on s'expose peu au soleil, mais le facteur alimentaire est au milieu et les facteurs adjuvants sont dans la colonne de droite. Quand on a un patient d'ailleurs avec une peau sombre ou bien des patientes qui portent des voiles, eh bien, elles sont à haut risque de carence en vitamine D puisqu'il y a moins d'exposition aux UV. La B12, quand on a une diète végétarienne ou végane, et ça c'est évidemment quelque chose qui est fréquent, ou quand on a une malabsorption, ou quand on prend de la metformine, ou des IPP également, ce sont des facteurs de risque de déficit en B12. Les antioxydants quand on mange pas assez de fruits et de légumes, du fer quand on est évidemment vegan, végétarien, ou quand on a des saignements menstruels importants en cas de grossesse. Et dans la petite enfance, on a un risque accru de carence en martial. Et le folate est fréquemment aussi déficitaire. Donc ça, c'est le quintet gagnant, si on veut,
folate chez les patients, notamment alcooliques, de race aussi hispanique, aux États-Unis en tout cas, et quand certaines mutations sont présentes. Donc voilà, les circonstances dans lesquelles, où les carences et déficits en micronutriments, déficits, je devrais dire, en micronutriments les plus fréquents, il n'y a pas forcément de répercussions. C'est un autre tableau qui avait aussi été publié récemment où les patients, en fonction de leur situation normale ou pathologique, ont des risques accrus de déficit, ce qui peut justifier, vous savez qu'aux États-Unis, l'utilisation de compléments est hyper courante et que donc cette définition de groupe à risque de carence en micronutriments permet de cibler un peu quels sont les patients chez qui ça a un sens de donner des compléments. Chez ceux qui n'ont aucune de ces conditions, ben, ça n'a pas beaucoup de sens de supplémenter et rien ne vaut un régime équilibré pour prévenir les carences. Alors ici, juste, je vous montre les guidelines de l'ESPEN, donc la Société européenne de nutrition. Je ne vais évidemment pas entrer dans le détail de cette dia, mais simplement les concepts que des déficits en micronutriments peuvent soit favoriser le développement de certaines maladies ou aggraver certaines maladies, ou à l'inverse, être le résultat de certaines maladies. Donc, on peut avoir une relation dans les deux sens. Et donc, selon la pathologie, le profil pathologique du patient, ben, il y a certaines pathologies, il y a certains déficits auxquels qu'on pourrait évoquer. L'obésité puis la chirurgie bariatrique, évidemment, font partie aussi du tableau. Ben, l'obésité, voilà, le déficit a favorisé le développement de la maladie et puis aggravé ensuite, et puis être le résultat. Donc, c'est la relation entre déficit et incidence de maladie peut aller dans les deux sens. Ça, c'est la dia qui vous montre les sites d'absorption après chirurgie digestive, résection ou dysfonction intestinale. On peut déduire les plus gros risques de déficit en micronutriments. Rapidement, pour vous rappeler les tableaux cliniques, et ça, c'est des dias que j'utilise dans le cours pour les étudiants en médecine. Donc, les vitamines liposolubles, ADEC, qu'on trouve essentiellement dans des produits d'origine animale pour la vitamine A, la vitamine D, on en a déjà parlé, la vitamine E dans les légumes et les huiles de graines et la vitamine K dans les légumes verts et produits laitiers. Si vous avez les recommandations d'apport journalier du Conseil supérieur de la santé, qui sont donc actualisées tous les 10 ans. Ça, c'est celle de 2016. En 2026, il y en aura des nouvelles qui vont sortir. Et donc, les principaux signes de carence et de toxicité, je ne vais pas entrer dans tout le détail, mais donc, il y a des apports journaliers recommandés pour la population belge en bonne santé qui sont disponibles sur le site du Conseil supérieur de la santé, les vitamines hydrosolubles du groupe B et du groupe C et les éléments traces. Je vous rassure, je ne vais pas vous lire le tableau, mais donc il y a une série d'éléments ici dont il faut euh, tenir compte quand on fait une mise au point d'anémie. Évidemment, on va regarder s'il y a une carence martiale, mais on ne va pas forcément toujours penser à doser le cuivre quand on a une myéloneuropathie, des anomalies de calcification. Bref, ça fait partie des situations potentiellement réversibles à peu de frais qu'on devrait traquer. Et puis on en arrive au fléau principal qu'on sous-estime, la dénutrition, qui peut coexister avec l'obésité et avec les déficits en micronutriments. Le patient, il va chez le médecin parce qu'il a trop de poids, il ne va jamais chez le médecin parce qu'il a perdu du poids, hein. Donc il y a cette notion de faux négatif finalement et de dénutrition qui est un fléau sournois. La dénutrition, si on veut la définir conceptuellement, c'est quoi? Ben, c'est un état nutritionnel dans lequel il n'y a pas assez de nutriments, déficit en énergie, en protéines ou autres nutriments, avec des effets délétères sur la fonction de certains organes. C'est un nutritionniste anglais qui a proposé cette définition, enfin ce concept assez récemment, finalement en 2000. On peut avoir une dénutrition qui est liée aux conditions socio-économiques
ou psychologiques, en cas d'anorexie mentale, ou bien liées à la faim quand on n'a pas accès à l'alimentation, comme on peut l'imaginer dans des régions du monde en guerre. On a la dénutrition liée à la maladie sans composante inflammatoire, et puis on a la dénutrition liée à la maladie avec inflammation, qui peut être aiguë, comme dans les cas de soins intensifs, de pneumonie, de post-chirurgie, par exemple, ou bien des situations plus chroniques, comme typiquement la cachexie cancéreuse, qui est associée à une inflammation de bas grade, mais qui donc induit une dénutrition. D'ailleurs, si vous voulez parler à des cancérologues, les sensibiliser aux problèmes nutritionnels, il ne faut pas leur parler de dénutrition. Ça, c'est un terme un peu qui les concerne moins. Il faut leur parler de cachexie. C'est à peu près la même chose, mais ça va les interpeller beaucoup plus que de parler de dénutrition. Les causes de dénutrition liées à la maladie, ben, soit les apports sont insuffisants ou les aliments sont mal digérés, mal absorbés, comme en cas de pathologie digestive, grêle court, pancréatite, etc. Soit les besoins sont accrus, et par exemple, on a des situations d'hyperthyroïdie ou des situations où les besoins ne sont pas rencontrés par les apports. Ou alors, on a des situations de limitation de la capacité à utiliser les nutriments, et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu vécu de l'intérieur, notamment en soins intensifs, où on imaginait que donner plus de calories, plus de protéines aux patients allait les améliorer. C'était basé sur des études d'association, des études rétrospectives. Quand on a comparé des niveaux d'apport élevés et bas, eh bien les patients qui avaient un niveau plus bas ont toujours eu un meilleur devenir que ceux qui avaient un niveau élevé. Donc, il faut mieux, en phase inflammatoire aiguë, tenir compte de cette limitation de la capacité à utiliser les nutriments et ne pas vouloir prévenir des complications tardives quand le patient n'est pas capable d'utiliser les nutriments qu'on lui donne. Alors, la dénutrition peut s'installer rapidement. Ici, c'est une étude qui avait été publiée en 2022, faite à Paris pendant la pandémie. Et donc, à admission aux soins intensifs, à la sortie des soins intensifs, 1 mois, 3 mois, les barres bleues, la proportion bleue, c'est 80%, c'est les patients qui ne sont pas dénutris. Donc, à l'entrée aux soins intensifs, pendant la pandémie de Covid, 80% des patients ne sont pas dénutris. À la sortie des soins intensifs, après 3, 4 semaines, il n'y a plus que 20% qui ne sont pas dénutris. Donc, il y a une acquisition d'une dénutrition par 60% des patients et il faut du temps pour récupérer. Et c'est ça la notion fondamentale, c'est que récupérer d'une dénutrition, ça prend des mois et donc il faut qu'après le séjour hospitalier, les soignants qui s'occupent des patients, les médecins traitants, etc., soient particulièrement sensibilisés à ce problème de dénutrition qui ne peut s'améliorer qu'en continuant des apports nutritionnels suffisants associés à une activité physique. La cascade de la dénutrition en gériatrie, c'est souvent plus progressif. On aboutit au même résultat, mais donc une série d'événements de vie, soit des événements de santé, soit des troubles psychiques, des deuils, etc., de l'isolement, placement, concourent à un état qui peut aller jusqu'à l'état grabataire, qui est finalement la dernière étape de la dénutrition progressive. Quand on a regardé avec une diététicienne les études qui ont été publiées sur le sujet au niveau de différents hôpitaux dans le monde, la proportion de patients dénutris à l'admission à l'hôpital variait entre 20 et 80%, avec 80% dans les hôpitaux oncologiques sans surprise. Et alors, ce qui est encore pire, si je peux dire, c'est qu'à la sortie de l'hôpital, il y a plus de patients dénutris qu'à l'entrée. On a environ 30 à 50% de patients dénutris en moyenne dans les hôpitaux généraux et on arrive à 60 à 70% à la sortie. L'acquisition de la dénutrition en milieu hospitalier, ben, c'est le corollaire de la maladie aiguë qui limite la capacité d'utiliser les nutriments, mais il y a aussi des éléments systémiques contre lesquels on devrait pouvoir lutter. Ceci reprend le stress, la réponse inflammatoire, certains médicaments, l'immobilisation qui concourent tous à la dénutrition iatrogène. Et si les patients mangent peu à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont soit des facteurs liés à eux, perte d'appétit, de goût avec certains médicaments qui ont des effets secondaires, des problèmes de motricité du tube digestif,
des problèmes de déglutition, notamment quand ils ont des sondes ou des tubes, des faiblesses musculaires, des problèmes psychosociaux, d'isolement, dépression, etc. Donc, ce sont des facteurs liés aux patients. Il y a des facteurs liés aux cliniciens, à nous tous, c'est-à-dire que on ne documente pas que le patient a mangé moins que le quart de son assiette. On n'écrit pas ça nulle part. On attend que la diététicienne arrive le lundi pour savoir si le patient a tout mangé. Éventuellement, les patients qui avaient une sonde nasogastrique pour être alimentés, pour leur a retiré la sonde parce qu'on a projeté la notion que ça devait être gênant. Et donc, le patient, parfois, peut être renourri progressivement par une nutrition nocturne par la sonde et la journée, il réapprend à manger et on enlève la sonde que quand il mange suffisamment la journée. Et puis, le fait que ce ne soit pas une priorité, ben, c'est pour ça qu'on fait ce type de séminaire, pour sensibiliser tout le personnel et tout le corps médical et paramédical à l'importance des problèmes nutritionnels. Et puis le système, avec aussi des appels d'offres pour des fournisseurs de repas qui prennent évidemment le moins cher. C'est celui qui produit les mêmes portions pour tout le monde, qui reprend les plateaux très tôt, comme ça ne faut pas payer le personnel le soir. Enfin, une série d'éléments qui sont purement logistiques et organisationnels, mais qui contribuent aussi à l'acquisition de la dénutrition à l'hôpital. Conséquences négatives en termes à la fois ben, de santé au niveau du patient, moindre qualité de vie, moindre autonomie. Ça a été documenté dans une série d'études, risque accru d'infection, retard de cicatrisation, notamment pour les patients chirurgicaux, les patients qui ont des escarres, retard de rétablissement, augmentation des soins, bien sûr, de la lourdeur des soins, et donc, du coup, hospitalisation plus fréquente, plus prolongée, avec aussi un risque accru d'acquisition de bactéries multirésistantes, traitement médical moins efficace et augmentation des coûts médicaux. D'où la notion, je pense, suffisamment étayée maintenant qu'investir dans une politique de dépistage, de traitement de la dénutrition permet, c'est un investissement rentable parce que ça permet de limiter les coûts ultérieurs. Alors, je vais terminer en vous proposant une stratégie en 5 étapes systématiques pour les patients à l'hôpital. L'identification des patients à risque, la confirmation ou pas d'un diagnostic de dénutrition, l'application d'un algorithme systématique, la vérification qu'on arrive avec l'application de l'algorithme à améliorer les choses. Si ça ne marche pas, il faut un plan B et l'efficacité qui se mesure par des consultations à moyen terme en post-hospitalisation probablement ou via le médecin traitant. Identification des patients à risque, on a des échelles. La NRS 2002, donc Nutritional Risk Screening, publié en 2002, peut être appliqué de manière systématique, notamment par les infirmiers et infirmières. Hein. C'est sans doute elles qui sont les mieux placées pour enregistrer systématiquement les notions. Quel est le BMI? Est-ce qu'il est bas par rapport à la valeur attendue pour l'ethnie et l'âge? Est-ce qu'il y a une perte de poids? 5%, 3 mois, 10%, 6 mois. Perte involontaire de poids, faudrait-il ajouter? Est-ce qu'il y a une diminution des ingestats dans la semaine qui a précédé l'hospitalisation? Par exemple, une grand-mère qui vient pour une pneumonie à l'hôpital et qui n'était pas bien depuis 4-5 jours dans sa maison de repos, ben, c'est important de savoir qu'elle a moins mangé alors qu'elle était encore dans sa maison de repos parce qu'elle a un risque accru de dénutrition. Ça, c'est les éléments qui sont, je dirais, à enregistrer systématiquement par le premier qui voit le patient et qui fait un dossier, c'est-à-dire souvent les infirmiers et infirmières, la notion de sévérité de la maladie, que ce soit une maladie aiguë ou chronique, ça c'est plus du ressort médical. Donc quand on a un de ces critères qui est positif, le patient est considéré comme à risque de dénutrition. Il y a une autre échelle que les gériatres préfèrent, qui est le MNA short form, qui tient plus compte des répercussions fonctionnelles ou de la présence d'un stress psychologique. Et donc, ça, on arrive aussi à un score total qui définit un risque de dénutrition. Une fois qu'on a identifié les patients à risque, et ça représente probablement de l'ordre de 40 à 50% des patients dans un hôpital général, ben on va vérifier est-ce qu'il y a vraiment une dénutrition. Pour ce faire, on prend les critères diagnostiques les plus récents, publiés en 2019, donc le GLIM. Si le risque est donc présent, est-ce qu'il y a une dénutrition? Oui, s'il y a un critère qu'on appelle étiologique et un critère phénotypique qui sont présents.
Critères étiologiques, ça peut être une réduction de la prise alimentaire ou de l'assimilation, c'est-à-dire un problème digestif, d'absorption, de digestion, ou la présence d'une maladie sévère avec composante inflammatoire. Donc, si on a un des deux qui est présent, ou les deux, évidemment, ben, le critère étiologique est rempli. Ça, c'est pour éviter, par exemple, les patients pour les patientes avec des problèmes d'anorexie mentale, par exemple, ben, elles n'ont pas de problème physique, pas de maladie aiguë. Donc, elles ne correspondent pas aux critères GLIM, même si elles ont un BMI bas, une masse musculaire réduite ou une perte de poids involontaire de plus de 5% en un mois. Ça, c'est les trois critères phénotypiques. Donc, si on a un des trois associé à un critère étiologique, on peut dire qu'il y a une dénutrition selon le dernier critère. La masse musculaire réduite est probablement le critère le plus fréquent, mais ça implique évidemment d'investiguer le patient d'une manière fonctionnelle au moins. La sévérité de la dénutrition, c'est selon le degré d'anomalie du critère phénotypique. Et donc, j'insiste toujours auprès des étudiants, des PG, de l'importance de rechercher ces critères, de les mettre dans la note d'admission, parce que c'est ce qui va servir pour la rédaction du rapport de sortie qui va être transmis au médecin traitant après. Alors, bon, la composition corporelle pour mesurer la masse musculaire, on a les approches techniques dont je vous ai déjà parlé. Ça, c'est pour les riches. Si on est plus pauvre, on a les approches cliniques avec simplement le mètre ruban et ça permet d'évaluer la masse musculaire. L'estimation de la sévérité est selon la technique considérée. Alors, ces critères GLIM, ben, non seulement ça permet de s'assurer qu'on parle le même langage, de un, mais ça permet aussi d'identifier les patients qui vont bénéficier d'une stratégie systématique de renutrition, comme ça a été montré par cette étude suisse que je vais vous détailler dans quelques minutes. Je ne vous parlais pas de l'albumine, non, parce que l'albumine était utilisée dans le passé. C'est facile, évidemment. On ne doit pas examiner le patient, on a le résultat tout de suite. Mais comme marqueur de l'état nutritionnel, c'est probablement pas une bonne idée. D'ailleurs, elle avait été considérée dans la liste des critères par les experts qui ont défini le GLIM et elle n'a pas été retenue. Alors, l'albuminémie est beaucoup plus basse pour des raisons génétiques chez cet enfant-là qui a un kwashiorkor que chez cet enfant-là qui a un marasme. D'ailleurs, on a les chiffres de différentes protéines. Donc, l'albumine est 2 fois plus élevée chez lui que chez lui. Et pourtant, on ne peut pas dire que la dénutrition est plus flagrante chez l'un que chez l'autre. Donc, il y a autre chose qui explique l'hypoalbuminémie que l'état nutritionnel. C'est la fuite capillaire, c'est les œdèmes. Et donc, l'hypoalbuminémie est associée à une surmortalité. Ça, on a l'occasion de le montrer dans une méta-analyse récente. Mais l'hypoalbuminémie, sur le plan physiologique, est surtout due à une extravasation de l'albumine dans le tissu interstitiel. Ce n'est pas lié à une diminution de la synthèse par le foie. Et donc, le suivi de l'albuminémie pour suivre un état nutritionnel, c'est quelque chose qui est ancré dans les mœurs, qui, à mon sens, n'a pas beaucoup de valeur physiologique. Mais enfin, bon, c'est quelque chose, au moins on s'y intéresse. Mais pour le diagnostic de la dénutrition, en tout cas, ça ne sert à rien de regarder l'albuminémie. On a un patient dénutri sur base des critères validés, on va le traiter. On va le traiter avec un arbre décisionnel systématique. Est-ce qu'il est capable de manger? Oui. On lui donne une alimentation adaptée à son profil avec éventuellement des suppléments nutritionnels oraux et on vérifie qu'il prend ce qu'on lui donne. Le patient, le tube digestif ou la voie orale n'est pas possible parce qu'il a des troubles de déglutition, parce qu'il a une odynophagie, parce qu'il a des abcès, parce qu'il a une candidose, parce qu'il n'est pas assez conscient. Deuxième question qu'on se pose, alors, est-ce que le tube digestif est utilisable? Si oui, ben, on va l'utiliser pour éviter une atrophie de la muqueuse intestinale, la nutrition entérale. Sinon, s'il n'est pas utilisable, c'est la seule circonstance où on peut envisager une nutrition parentérale. Alors voilà donc les quatre étapes. Donc régime avec des suppléments nutritionnels oraux, une nutrition entérale et une nutrition parentérale. Bien sûr, ces quatre étapes, elles sont successives, mais elles peuvent être associées. Alors, les compositions des CNO, ça c'est une diététicienne qui m'a donné cette dia. Ben, c'est quand même pas mal, hein, 400 kilocalories, 20 grammes de protéines dans celui-là. Dans celui-là, 300 kilocalories, 8 grammes de protéines. Il y a aussi des crèmes, des compotes. Ça correspond à peu près pour
ici au-dessus à 100 grammes de viande quand même, hein, donc c'est pas rien, hein, c'est un petit steak de 100 grammes et c'est aussi, donc en termes de protéines, et c'est aussi un sachet de frites sans la mayonnaise, donc qui correspond au fortimel ou au frésubin qu'on peut être amené à donner aux patients. Ça se donne évidemment entre les repas et pas à la place des repas et on vérifie que le patient est tout pris. Pour les compotes crème, c'est une tranche de fromage ou une biscotte avec de la confiture pour donner un équivalent. Alors, si les compléments nutritionnels oraux ne suffisent pas, débuter nutrition entérale. La nutrition entérale, ben, ça comprend tout ce dont on a besoin quand on est en bonne santé, à la fois en qualité et en quantité. On a différents types de nutrition entérale. Dans 99% des cas, une nutrition polymérique standard pourra être digérée par le patient. Les semi-élémentaires, les élémentaires, ce sont quand les protéines sont préclivées en cas d'insuffisance pancréatique exocrine, comme cas rare. Pour le reste, eh bien, la plupart des solutions polymériques et normaux, légèrement hypercaloriques conviennent. Et donc, c'est ce qu'on donne en cas de dénutrition sévère ou de jeûne prolongé. Les complications cliniques lors de la mise en place de nutrition entérale, vomissements, nausées, diarrhée. Il faut s'assurer qu'il y a assez de fibres, c'est des diarrhées. De même pour les constipations, ballonnements. Ça peut être un signe d'alerte chez un patient artéritique pour le déclenchement d'une ischémie intestinale. Donc là, il faut être évidemment beaucoup plus vigilant et prudent. Si maintenant ça ne marche pas avec l'entérale, ben, on peut envisager la parentérale. La parentérale à court terme, voilà, peut être donnée en cas de contre-indication lentérale, quand le tube digestif n'est pas utilisable. Les indications à long terme, c'est plutôt les insuffisances intestinales et les contre-indications à la nutrition entérale, ça reste. J'ai mis en italique en dessous l'impossibilité de mise en route de nutrition entérale liée à des refus ou des ablations répétées de sondes. Ben là, il faut convaincre le patient, il faut l'expliquer autrement. Éventuellement, il faut prendre des abords différents, par exemple une gastrostomie plutôt qu'une sonde nasogastrique, si le problème se situe au niveau ORL. Mais ce n'est pas une bonne explication, ce n'est pas une bonne justification de nutrition parentérale. De même, mauvaise tolérance à la nutrition entérale parce qu'il y a des diarrhées. Mais il faut s'assurer qu'il y a assez de fibres dans la solution qu'on donne, éventuellement ralentir le débit et puis réaugmenter le temps que le tube digestif se redevienne purement fonctionnel. La pneumonie d'inhalation, ben ça, il faut mettre le patient en position semi-assise pour limiter le risque. Les parentérales, ben, c'est du glucose, des lipides, des acides aminés, des électrolytes, des éléments traces et des vitamines ajoutés avant le branchement. Les complications de la parentérale peuvent être mécaniques ou métaboliques. Mécaniques, ben, les problèmes de tuyauterie, je dirais, et infectieux, avec évidemment la nécessité de vérifier le point d'entrée. Les complications métaboliques sont multiples, hyperhypoglycémie, hypertriglycéridémie et les problèmes hépatiques qui justifient d'avoir un bilan, un suivi biologique comme ceci à l'instauration d'une nutrition parentérale. On continue à mesurer la glycémie, particulièrement chez les patients qui ont une parentérale pendant quelques heures par jour. Ben, quand on arrête la parentérale, l'insuline est toujours là. Et donc, c'est là que le patient a le risque le plus important d'hypoglycémie. Ensuite, maintenant qu'on a lancé le traitement, on doit vérifier que c'est appliqué et être prêt pour un plan B. Et donc, ceci a été illustré par cette étude publiée dans le Lancet en 2019, faite l'étude EFFORT, 8 hôpitaux dans le nord-est de la Suisse, du côté de Zurich, où je pense que la qualité, la rigueur des soins était déjà élevée. Et donc, ils ont randomisé des salles hospitalières, donc c'est une cluster randomization, à recevoir soit la nutrition habituelle, soit avoir des cibles nutritionnelles individualisées par patient. Et donc, ils arrivaient à atteindre, enfin, ils calculaient les apports en fonction des cibles, par la nutrition orale d'abord, et avec l'élément le plus important qui est la réévaluation toutes les 24 à 48 heures que ce qu'on donne au patient, c'est bien ce que le patient consomme. Si après 5 jours, ça ne marche pas, eh bien là, on va pas s'entêter, on va aller au niveau 2, c'est-à-dire qu'on va laisser la nutrition orale, mais on va ajouter une nutrition entérale pour arriver à la cible qu'on souhaite. Ça marche toujours pas après 5 autres jours, on n'a toujours pas atteint les 75%
malgré vérification de tout ce qu'on fait. Là, on va ajouter une nutrition parentérale tout en continuant l'entéral et l'oral. Alors, quand on compare ce que les patients ont reçu dans les deux groupes, le groupe rouge pose ses interventions. Ils ont effectivement reçu plus de calories et plus de protéines que dans le groupe contrôle, le bleu. OK, heureusement, l'intervention a fonctionné, donc intervention systématique avec contrôle de son efficacité, mais surtout, ça a fait du bien aux malades. Et donc ici, on a l'indice, le critère de jugement composite, qui est la mortalité, la réadmission à l'hôpital pour les patients qui sont sortis ou l'admission aux soins intensifs pour les patients qui étaient hospitalisés en salle de médecine interne. Et donc, enfin, en salle de médecine ou de chirurgie, ailleurs qu'aux soins intensifs. Et donc, ça montre le bénéfice d'environ 10% de ce qu'on peut obtenir avec une nutrition bien menée, en plus des autres soins. Donc, on peut gagner 10% d'outcome positif quand on a une stratégie systématique par rapport à la stratégie contrôle qui, dans ces hôpitaux, devait déjà être pas mal. Donc, on gagne, et c'est un argument aussi, bien sûr, pour investir dans une stratégie nutritionnelle systématique. Alors, l'autre écueil qu'on peut avoir quand on a une renutrition trop rapide chez un patient qui est resté à jeun, c'est un syndrome de refeeding, bien connu des Anglais, notamment pour des raisons historiques et multiples. La chirurgie bariatrique est aussi un facteur de risque pour le développement d'un syndrome de refeeding. Et c'est très peu connu. Ici, c'est une enquête qui avait été faite en Allemagne, publiée en 2019. On a proposé un cas de syndrome de refeeding, syndrome de renutrition inappropriée, si vous préférez, à 281 participants, soit des étudiants en médecine, soit des postgradués. Mais il n'y en a que 14% qui ont trouvé le diagnostic correct, ce qui est quand même un signe que c'est une pathologie qui est insuffisamment connue. Le refeeding syndrome, c'est le spectre complet qui est précédé par un signe d'alerte qui est une hypophosphatémie de refeeding quand on nourrit un patient qui est resté à jeun en quelques clics. Le jeûne prolongé est associé à une diminution de la sécrétion d'insuline, augmentation de la sécrétion de glucagon. Donc, on a la mobilisation du glycogène puis de la néoglucogénèse pour fournir assez de glucose à l'organisme. Mais ça, évidemment, au prix des fonds de stock de lipides, de protéines. Et on voit les grévistes de la faim, les anorexies mentales, tous les gens qui ont jeûné pendant des périodes prolongées. Ils n'ont non seulement plus de gras, mais ils n'ont plus de muscles non plus au fur et à mesure du temps de jeûne. Puis on les renourrit. On les renourrit. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont renourris? Ils ont une sécrétion massive d'insuline avec une sensibilité des tissus à l'insuline qui est vraiment extrêmement importante et donc une glycolyse qui va être très active avec l'utilisation de tous les facteurs de la glycolyse. Euh, on met ensemble toutes les forces. Donc la thiamine, le potassium, le magnésium, le phosphate, ce sont les facteurs, les cofacteurs de la glycolyse qui vont être consommés de manière très importante. Et donc, quand on a un patient à risque de syndrome de refeeding, il ne faut pas oublier de commencer par lui donner les suppléments avant de le renourrir pour limiter le risque de syndrome de renutrition qui peut être manifesté sur le plan clinique par une rétention hydrosodée ou par tous les signes de déficit en thiamine, notamment au niveau neurologique. Et donc, on peut prévenir en identifiant les patients, et ça, je vais vous montrer comment on peut faire tout de suite, et en monitorant, en surveillant régulièrement les ions chez ces patients. Une surmortalité est aussi associée à gravité égale chez les patients qui présentent un syndrome de refeeding. Alors, quelles sont les stratifications, les critères qui permettent de stratifier le risque de refeeding? Un BMI bas, une perte de poids de 10% dans les 3 mois, pas de prise alimentaire depuis 5 jours, vomissement, consommation éthylique, puisque les éthyliques, ils consomment beaucoup de vitamine B1, ou traitement par diurétique. S'il y a un seul de ces critères, on va dire qu'il y a un risque faible, mais risque quand même de SRI. Quand il y a deux de ces critères ou un critère de risque moyen, là, on dira que le risque est intermédiaire et modéré. Et quand il y a au moins deux facteurs moyens ou un facteur de risque majeur, là, on dira que le risque de SRI est le plus important. Quel est l'impact de ces codifications, stratifications
de niveau de risque, eh bien, c'est qu'on va commencer le traitement différemment. On va de toute façon donner des suppléments de magnésium, potassium, thiamine et phosphate. Et chez les patients à risque faible, on va commencer par 20 kilocalories par jour, modéré 15, et élevé 10 kilocalories par kilo par jour, qu'on va augmenter tous les 2-3 jours pour arriver à 5 de plus, en s'assurant que le phosphate ne chute pas de 30%. Si le phosphate chute de plus de 30%, c'est qu'on a été trop vite et qu'il faut donc se calmer et repasser à une étape en dessous. C'est des stratégies qui ont été validées et qui ont été associées à une amélioration de la survie. Et puis à moyen terme, pour terminer, mais il faut s'assurer que ce qu'on a fait pour traiter la dénutrition est efficace. Des consultations post-hospitalisation ou une sensibilisation des médecins généralistes, par exemple par le certificat interuniversitaire de nutrition clinique qu'Alexandra a suivi et qu'on a lancé avec des collègues de l'UCL et de Liège depuis maintenant 13 ans. Et donc, on a à peu près 70% de généralistes dans ces cours. Et donc, voilà, on peut mesurer la distance de marche, on peut faire un grip pour mesurer la fonction musculaire, s'assurer que le patient récupère de la masse musculaire en plus de mesurer son poids et sa composition corporelle. Il y a donc bien un continuum entre la phase aiguë et la phase chronique. Et puis je termine, si vous voulez en savoir plus, voilà le QR code du certificat interuniversitaire de nutrition clinique, donc qui est une formation de 9 fois 2 jours par an, pas pendant une année, 9 fois 2 jours, 14 crédits ECTS, et on espère obtenir bientôt la reconnaissance d'une compétence en nutrition pour les médecins qui auront participé et réussi ce certificat. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Charles pour ce survol exhaustif et qui va très certainement entraîner un certain nombre de questions ou de commentaires. Brigitte. Souvent, le facteur de dénutrition est sous-estimé, c'est l'obésité. Et dans les questions qui sont souvent posées, c'est le PMI qui ressort souvent. Il faudrait quand même une adaptation, je pense, Ah oui. dans ces paramètres. Ben donc, en fait, il vaut mieux s'intéresser à la composition corporelle, donc à la masse. Voilà. Ben, il faudrait au moins le mettre ruban. Ah oui. Merci, Jean-Charles. Moi, j'ai trois petites questions un peu parallèles et un commentaire. Euh, la première, c'est on incrimine de plus en plus dans les déficits immunitaires, surtout chez les patients âgés, les carences en zinc et en sélénium. Donc, ma question est-ce qu'il faut faire ces dosages? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Comment il faut corriger? Et combien de temps on doit corriger? C'est la première petite question. La deuxième question, c'est que je ne sais jamais quoi faire quand j'ai un patient chez qui je trouve une hypophosphatémie. Est-ce que c'est à quel stade est-ce que ça devient, ça implique des effets chez le patient? Quand est-ce qu'il faut corriger? Comment il faut corriger? Et la troisième, c'est une remarque de mon activité antérieure. Quand j'avais des patients qui faisaient des pneumonies interstitielles, ils passaient un mois en réanimation. Et quand un patient cancéreux fait une anémie, personne ne s'inquiète. Et moi, je les retrouvais en anémie ferriprive. Et donc, on avait beau donner de l'EPO, ça ne répondait pas parce qu'en fait, on avait fait tellement de prises de sang tous les jours pendant un mois qu'ils sortaient en anémie ferriprive des soins intensifs. Et je pense qu'on n'attire pas assez l'attention des PG sur cet aspect. Et c'est pas rare que j'ai vu ça. Voilà, merci. Merci. Je vais peut-être commencer par la dernière question et puis je remonterai si je me souviens de. En fait, je pense qu'il y a quand même le dosage d'hepsidine qui peut nous aider pour savoir si ça a un intérêt de supplémenter en fer. En fait, si l'hepsidine est élevée dans un contexte inflammatoire, qui peut être un contexte de soins intensifs, qui peut être euh, une pneumonie, qui peut être n'importe quoi, ben, l'hepsidine a comme effet de fermer la sortie de fer à partir des entérocytes. Et donc, ça ne sert à rien de supplémenter une anémie inflammatoire. Le fer ne sera pas utilisé. Et donc, dans ces cas-là, si l'hepsidine est élevée, eh bien, on sait que ça ne sert à rien, mais on continue à doser l'hepsidine. Quand elle diminue, eh bien, on sait qu'on peut réintroduire du fer. Ça, c'est voilà, la réponse à la première question. On a un moment évoqué, mais je ne crois pas que ça a été confirmé, le fait que des suppléments de fer pouvaient majorer ou
induire une augmentation de l'inflammation par un effet pro-oxydant. Je pense que c'est plus des données de laboratoire, plus que des données cliniques robustes. Mais donc, voilà, pour savoir quand donner du fer, il faut suivre le dosage d'hepsidine, ça me paraît être l'élément pratique qu'on peut déduire. La deuxième question que tu te posais, c'était zinc, sélénium pour les déficits immunitaires. Alors, bon, le zinc on est assez, enfin, notamment lors du Covid, a été assez à la mode, hein, je pense que Elie pourra confirmer. Mais donc, et effectivement, le zinc comment, module la transcription de pas mal de gènes, dont des gènes induits au niveau immunitaire. Et alors, si on a un déficit avéré et un zinc bas, il n'y a pas beaucoup de toxicité à donner du zinc, donc autant le faire. Et c'est souvent en intraveineux, alors 10 milligrammes qu'on peut donner pendant une quinzaine de jours et voir si le problème est résolu. Le dosage de zinc prend un peu plus de temps. Voilà, mais donc je donnerai cette recommandation pratique-là. En tout cas, c'est ce que je fais quand j'ai des patients qui ont un déficit en zinc avec des symptômes associés. Il y a souvent des préparations qui contiennent trop de zinc aussi, hein. Tu Oui, oui, signales c'est vrai. 8 à 10 milligrammes, on voit parfois des 20, 25 milligrammes. Donc ça, c'est Il faut excédentaire. voir s'il est complètement absorbé ou pas. Oui. Parce que aussi, pour rappel, tu parlais du cuivre. Il faut bien que l'excès de zinc peut Oui, entraîner un excellent. déficit en cuivre et donc se retrouver avec d'autres complications. Donc, il y a tout le volet de l'excès des Oui, micronutriments oui. et des conséquences Oraux. négatives, hein. Oui. Mais pas intraveineux, hein, Oui. oraux. Et là, je me souviens plus de ta Et troisième alors, question. l'hypophosphatémie. L'hypophosphatémie, oui. Ah, le sélénium, oui, ça c'était aussi, et ça a eu une grande mode du sélénium. En fait, c'est les sélénoprotéines hein, ils ont de multiples fonctions, de 300 fonctions antioxydants, mais aussi plein d'autres dans la stérosclérose, l'inflammation. Et donc, à un moment, on a été très tenté de supplémenter, mais il n'y a pas d'études qui ont montré un bénéfice. Donc, ça, je pense que on peut, en dehors de régions endémiques, peut-être, comme au Tibet, au Népal, mais sinon, il n'y a pas d'intérêt à supplémenter du sélénium. Et au contraire, certaines études montrant une augmentation de la mortalité par des excès. En tout cas, on Donc, peut voir sous les ongles qu'il y a de la sélénose quand les gens ont été, donc des dépôts sous les ongles quand les gens ont reçu trop de sélénium. Donc, ça, c'est un signal d'alerte. Mais donc, voilà, c'est une piste que je ne suivrai pas. et alors, il y avait à Le quel phosphate. moment s'arrête-t-on de respirer quand on a une hypophosphatémie? Ah oui, c'est Oui, une des oui, complications. cardiovasculaire. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, bon, il y a évidemment, il faut éliminer les causes iatrogènes, diurétiques, etc., qui peuvent participer. Alors, le phosphate fait partie aussi des mécanismes nécessaires à l'équilibration acide-base. Et donc, on peut avoir des shifts de phosphate. Dans ces cas-là, en fait, c'est la dynamique du phosphate qui est plus intéressante. Donc, voir si quand on a un phosphate normal, quand le patient commence à recevoir du glucose ou de l'alimentation alors qu'il n'en avait plus, si ça chute de plus de 30%, eh bien là, c'est qu'on est allé trop vite. Je pense qu'en dehors de ça, un phosphate isolé, il faut chercher la cause et en cas d'insuffisance rénale aiguë, évidemment, il va monter en flèche comme le potassium. Mais quand la fonction rénale récupère, ben là, on va avoir une normalisation très rapide du phosphate, mais qu'il faut intégrer dans le contexte. Voilà. Brigitte, Juste une petite question. On est de plus en plus confrontés avec des médecins nutritionnistes qui mesurent n'importe quoi dans le sang et dans les selles. Ça coûte très cher aux patients, ça n'est pas remboursé par l'INAMI. Que fait le regroupement des médecins nutritionnistes contre ces pratiques? Merci beaucoup pour cette question. Donc, voilà, on est en Belgique, hein, donc la législation est différente du côté francophone de notre côté néerlandophone. Donc, on a lancé notre certificat interuniversitaire en nutrition clinique à 13 ans, UCL, Liège et ULB. Et puis maintenant, les Flamands vont commencer en janvier 2026 avec une formation aussi inspirée de notre programme. Et donc, on espère obtenir la reconnaissance d'une compétence uniquement pour les médecins qui ont réussi ce certificat. Et donc,
en espérant qu'il y ait d'ailleurs une valorisation en termes d'honoraires pour les médecins qui sont capables de donner des conseils. On ne peut pas interdire aux autres de pratiquer, mais ils n'auront pas le titre de médecin compétent en nutrition. C'est un peu ce qui se fait en France aussi, où il y a un DESC qui maintenant de nutrition, accessible aux endocrinos, aux internistes, aux chirurgiens et aux gériatres, je pense aussi, mais donc, et aux pédiatres, bien sûr, mais qui est un peu la source d'inspiration qu'on a eue pour créer ce certificat. Parce qu'effectivement, il y a une multitude de dérives et même les pharmaciens donnent des conseils aussi, parfois sans connaître le profil pathologique du patient. Certains diététiciens ont parfois des avis un peu tranchés, sans avoir forcément connaissance du background du patient. Et donc, c'est un partenariat, c'est une collaboration médicale, paramédicale qui doit s'installer. Moi, je ne sais pas quoi conseiller comme alimentation. J'envoie le patient chez le diététicien quand on me pose des questions, qu'est-ce que je dois manger parce que j'ai tel déficit en telle ou telle vitamine. J'en sais rien. Enfin, je peux aller voir dans les bouquins, mais c'est pas ça qui va pouvoir aider le patient, quoi. Donc, et de même pour les compléments et d'autres, voilà. Et les pharmaciens ont toute leur place pour tout ce qui est parentéral aussi, évidemment. Je confirme que c'est un des prochains dossiers au Conseil supérieur, la Ah bon? reconnaissance en nutrition. Moi, j'avais juste deux petits commentaires par rapport à la vitamine B1 qui est revenue de façon régulière Oui. dans ton exposé, en particulier parce que les réserves s'épuisent assez rapidement. Et donc, quand même d'attirer l'attention, et en particulier aux urgentistes, chez des patients qui sont dans une situation de risque. La perfusion de glucose, euh, la voie d'entrée classique, va consommer ce qui Ah reste bah oui. de vitamine B1 et peut entraîner un tableau aigu d'encéphalopathie de Wernicke. Et donc, ça, c'est un point quand même qui me paraît important. Et d'autant Et plus qu'il y a aucune aussi, toxicité à pardon? donner des grosses doses. Oui, oui, On oui. peut donner 500 mg Mais sans voilà, problème. on voit pas, le risque d'intoxication, il n'y est pas, hein. Non. Et l'autre point, toujours avec la B1, c'est un papier quand même ancien dans le New England, où vous avez montré que, indépendamment du beriberi, mais chez des patients cardiaques traités par diurétiques, ils perdaient de la B1. Et donc, de supplémenter ces patients augmentait leur fraction d'éjection, etc. Et donc, de penser aussi, devant les traitements diurétiques un peu trop appuyés, de supplémenter en vitamine B1, pas uniquement pour éviter les conséquences, je dirais, neurologiques, mais déjà également pour améliorer la fonction cardiaque. Et donc, vitamine B1 est un bon sujet, je pense, pour beaucoup de disciplines. Une question comme... Ah oui, il y avait Oui, une question sur le chat aussi. et moi j'aimerais poser une question à Eddie aussi quand tu as le temps. Merci. Oui, Nicolas Daoud. attends, juste un instant, Nicolas. Ok. Sur le chat, il y avait une question par rapport à la préalbumine. C'est Sophie Ah, Aumont qui Oui. posait la question, que tu as dit, bon, l'albumine, on oublie, et la préalbumine, est-ce qu'on l'oublie aussi? oui, la réponse de manière brève, oui, parce que très influencé par l'inflammation, une demi-vie longue et aussi potentiellement une extravasation dans les tissus interstitiels. Donc, par rapport aux autres critères de diagnostic de la dénutrition, ça a moins de valeur. OK. Nicolas, Oui, donc d'abord merci Jean-Charles pour cet exposé très clair et très intéressant. Donc en fait, j'ai deux points. Le premier point, merci pour la question, parce qu'en biologie clinique, effectivement, nous sommes confrontés à des demandes un petit peu excessives et on ne sait pas quoi faire. Et comme ça a été cité, merci aussi pour la question. Parfois, on nous demande de doser des mycoses intestinales dans les selles et ainsi de suite. Donc là, il faut effectivement s'entraider pour créer quelque chose de logique et que ça soit fait par des professionnels comme vous, avec notre aide évidemment. Et ça, c'est vraiment un fléau, un gros problème au niveau de la biologie clinique. Et le deuxième point, merci pour tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que tu conseilles, Jean-Charles, avec le trop de suppléments? Parce qu'on a des gens qui prennent beaucoup trop de suppléments, qui payent des milliers d'euros suite à effectivement des conseils de certains praticiens. Ou moi, j'ai des patientes jeunes qui viennent avec entre 900 et 1200 euros d'achat des oui, suppléments. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? tu
peut-être je donne la parole tout de suite à Jean-Charles. Je crois que ça pourra faire Merci. l'objet d'ailleurs d'un grand tour particulier. Donc, il faut Oui, savoir que le marché des compléments alimentaires oui. est proche d'atteindre au niveau mondial 200 milliards par an. Waouh. En France, c'est 4-5 milliards et donc Mm. c'est un gros marché. Et l'autre remarque générale, je n'encourage pas aux laboratoires compétents de suivre la trace de Mm. certains laboratoires non compétents dans une sorte d'entraînement et donc de résister à rechercher le candidat dans les selles Nous sommes et à d'accord. mesurer tous les acides gras Nous sommes au d'accord. niveau sanguin. Oui, Je te tout à laisse ton fait. commentaire, c'est ton grand tour, Jean-Charles. Voilà. Merci. Non, non, j'abonde complètement dans le sens et je crois que l'argument simplement de comparer le prix des compléments avec le prix d'une alimentation saine peut aussi emporter la conviction, quoi. Si vous suivez la pyramide alimentaire, ben, ça vous coûtera 100 fois moins cher que les compléments et vous aurez ce qu'il est nécessaire pour prévenir des complications liées à des déficits. Et Mais avec le est-ce risque, qu'il y a parce que des effets secondaires quand on quand prend on va trop? Les effets secondaires. sur le terrain, les effets secondaires Oui, de l'accumulation de compléments exact. alimentaires qui Oui. atteignent des doses toxiques, et en particulier Ah, la vitamine D, par au-delà exemple. de Oui, ça, hein. C'est là où on bien peut sûr. voir des risques Oui, oui. d'intoxication à la Mhm. vitamine D. C'est en Oui. général les vitamines liposolubles qui sont un peu plus à risque, Ouais. même si la vitamine C aussi, en cas d'excès, au-delà de 2 grammes par jour, ça peut provoquer ou favoriser Bien l'ithiase sûr. rénale, les calculs Mhm. d'oxalate. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut éviter chez les patients à risque de lithiase rénale. OK. Eh bien, merci Un grand beaucoup. merci. Avec plaisir. On fera un audit sur le comportement avant et après ton exposé. Encore une Bien. dernière, une petite dernière. J'ai une bonne voix, vous savez. Ah. Je voudrais juste préciser que, je ne sais pas, je suis arrivée un petit peu en retard. Est-ce que le professeur vous avait expliqué comment avoir votre avis ou l'avis du Ah, comité nutritionnel on va quand pour diffuser les ça. patients hospitalisés, parce que c'est important Oui, de savoir à qui s'adresser, puisqu'on fait des coms tous les mercredis matins tout à avec fait. le professeur Preiser, docteur Collard, moi-même qui suis infirmière et les diététiciennes. Donc, c'est important parce que si vous avez un problème, Oui. c'est très simple pour nous demander que les médecins donnent leur avis sur le patient. Ça, je voulais dire. Et de plus, ce que je voulais dire, c'est que je me suis renseignée au RCM. En fait, si les patients ont une malnutrition, c'est important que vous mettiez, vous, en tant que médecin, parce que la note de la diététicienne n'est pas valable pour le RCM, de mettre malnutrition légère, modérée ou sévère. Simplement ça, le RCM peut le compter. Ou dans votre note de fin, si vous prenez la note de la diététicienne, vous copiez-collez, elle aura toujours fait OK. le diagnostic. Eh bien ça, au RCM, ça compte. Voilà, Dénutrition, pas malnutrition. dénutrition. Voilà. Bien. Eh bien, à la semaine prochaine.